j'appelle Geoffroy Roux de Bézieux pour conclure cette matinée et justement, merci, de faire un lien parfait avec la macro et la micro. Pardon. Bonjour à tous. Donc, cher Geoffroy, en tant qu'ancien patron du MEDEF et justement entrepreneur, vous êtes très familier du fonctionnement de l'écosystème entrepreneurial. Et Thomas et Luc parlaient des PME et de l'importance du tissu et on parlait des différents niveaux de focalisation. Vous êtes évidemment donc très conscient des obstacles qu'un entrepreneur doit contourner chaque jour pour progresser. Et en cette capacité, le président de la République vous a demandé un rapport sur la sécurité économique des entreprises, la sécurité économique des entreprises françaises, qui a été publié en septembre dernier, donc il y a quelques mois. Il n'a pas été publié. Une partie a été publiée, a été rendue publique en septembre, et qui justement portait une quarantaine de recommandations. Et au-delà du constat que nous connaissons, que nous avons commenté ce matin, pouvez-vous justement partager avec nous votre expérience de cette étude, vos conclusions personnelles? Et une partie du rapport, justement, était dite réservée au président de la République. Quels aspects apportait-il qui ne pouvaient pas être rendus publics en tant que tels et que pouvez-nous en dire sans violer aucun secret, évidemment? Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai eu cette mission du président qui est en fait un peu... la question qui était posée était de savoir un peu le niveau de menace sur la sécurité économique des entreprises. Je le précise, français, je dirais un mot sur l'Europe tout à l'heure, mais je me suis concentré sur un périmètre franco-français dans le cadre, disons, des tensions géopolitiques que connaît le monde depuis 2017, enfin, depuis, disons, une dizaine d'années. Donc c'est un rapport qui est classifié. Simplement, je l'ai rendu en juillet. Après un échange avec le président, on a pensé qu'une forme de sensibilisation partielle de ce qu'on avait pu, enfin de ce que j'avais pu remonter, pouvait être utile. Dans le but, au fond, de faire prendre conscience à ceux qui n'en auraient pas pris conscience que le monde s'est un peu durci, que ça a des conséquences sur le management des entreprises. Donc il y a une sorte de version, j'ose pas dire grand public, mais disons en tout cas publiable, c'est ça que je vais évoquer. Le reste étant classifié, je pourrais pas en parler. Alors un mot juste, je vais pas être trop long, mais de méthodologie quand même, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sujet de sécurité économique, alors dans une définition peut-être un peu plus restreinte que celle qui a été abordée ce matin, vraiment au sens sécurité, elle a été un peu balayée au fond ou oubliée pendant 30 ans, à la fois par les entreprises et aussi par les services de l'État. Les entreprises, parce qu'elles étaient dans une période de mondialisation heureuse, d'une certaine manière, et que donc elles négligeaient ces sujets. Les services de l'État, tout simplement parce que les services de renseignement depuis 30 ans se focalisent sur une chose essentiellement qui est la lutte contre le terrorisme. Pour rendre, j'allais dire, surtout en ce moment où il est assez critiqué, hommage au président, dès 2017, il a demandé aux services de renseignement français de retrouver une expertise dans le domaine économique, ce qu'elles ont fait, mais au même moment où les menaces grandissaient. Alors, et dernier peut-être élément de contexte, donc moi j'ai fait au fond presque, je vais faire sourire Thomas Reynaud, une étude de satisfaction client, c'est-à-dire que des études sur les entrepreneurs, il y en a plein. Hein. Le service entrepreneurs, ils sont audités toute la journée par la Cour des comptes, l'inspection des finances, les parlementaires, etc. Moi, je suis allé voir les clients, c'est-à-dire les entreprises, pour leur dire voilà comment ça se passe, qu'est-ce que vous percevez, de quoi vous avez besoin au fond. Et donc j'ai rencontré à peu près tous les CEO, pas tous, mais une partie importante des CEO du CAC. Quelques boîtes de la tech, parce que c'est important, des fonds d'investissement, et puis bien sûr l'écosystème de l'État. Qu'est-ce qu'on peut dire Bon, d'abord, j'enfonce une porte ouverte pour dire que la géopolitique est revenue en force dans les conseils d'administration, alors qu'elle avait pratiquement disparu, à part peut-être pour les entreprises de défense. Il y a aussi un phénomène assez nouveau qui est une forme de retour de la nationalité des entreprises. CAC 40, les grandes entreprises françaises, européennes, se sont senties légitimement multinationales dans la mesure où leurs actionnaires, leurs clients, leurs salariés sont dans le monde entier. Sauf que, comme l'a dit assez justement une des personnes interviewées, finalement, on retrouve une nationalité dans le regard des autres. C'est-à-dire que quand une grande banque française prend une amende de 10 milliards de dollars
de la part d'un régulateur étranger, brusquement, elle se ressent française, si je veux dire. Bon, ça, c'est une histoire assez ancienne que tout le monde connaît, mais il y a plein d'exemples plus récents où, au fond, la nationalité d'entreprise, c'est celle que portent certains autres pays avec des systèmes de valeurs un peu différents. Donc ça, c'est un peu les deux matrices générales de mes entretiens. Alors après, si je rentre un peu plus dans le détail, quelles sont les menaces perçues finalement par les entreprises françaises? Et est-ce que ces menaces montent? Est-ce qu'il y a vraiment une sorte de montée des périls? Alors, oui, je vais donner un chiffre. J'ai vu que Geoffrey Célestin Urbain était avant. Alors, je ne sais pas s'il l'a donné, mais c'est un chiffre public, donc je peux le donner. Entre 2020 et 2023, le CICE, donc, que dirige Geoffrey, a simplement constaté un triplement des alertes d'ingérence économique sur les entreprises françaises. Alors, on peut se dire, c'est parce que on fait mieux notre travail. Ils font mieux leur travail, donc ils mesurent plus les menaces. Mais enfin, c'est toujours un peu la poule et l'œuf, ce genre de sujet. Au total, oui, partout dans le monde, la géopolitique se durcissant, les États, au sens large, avec des méthodes différentes en fonction du système de valeurs démocratique ou pas, soutiennent leurs entreprises par des méthodes qui ne sont pas toujours des méthodes, on va dire, légales. Après, ça prend des formes très, très, très diverses. Je vais essayer de faire une description rapide. Il y a d'abord, évidemment, le sujet cyber. Alors, l'essentiel des menaces cyber, ce sont des menaces for profit, si je veux dire, enfin for ransom plutôt d'ailleurs, donc des gens qui sont là pour gagner de l'argent, mais il y a une part très difficile à déterminer de siphonnage de données, de plans. Comme me l'a dit patron d'un grand avionneur européen, il y a 30 ans, pour avoir les plans, je sais pas quoi, de l'aile d'un avion concurrent, on allait dans ta chambre d'hôtel et on forçait la chambre et on ouvrait la valise. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus besoin de ça, tout est numérisé et tout est dans le cloud. Et, je le dis ici assez avec le sourire, il n'y a pas un système qui puisse résister. On peut durcir, on peut compliquer, on peut rendre plus cher l'interception de données ou de secrets technologiques, mais on ne peut pas l'empêcher. Et donc la question que doivent se poser l'entreprise, qu'elle commence à se poser, c'est qu'est-ce que je dois protéger et qu'est-ce que je ne dois pas protéger. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que les grandes entreprises commencent à s'en préoccuper, et pas seulement celles de la défense. Je précise que j'ai vu dans tous les secteurs, y compris dans des secteurs qu'on aurait pu imaginer non régaliens, je ne sais pas quoi, moi, la cosmétique, enfin oui, donc des secteurs dont on aurait pu penser qu'ils étaient à l'abri de ce genre de choses. Tout le monde est préoccupé, tout le monde durcit. La difficulté, c'est que c'est deux choses. Bien classifier les données, on ne peut pas tout protéger, donc choisir le 1% ou le 5% qu'on doit protéger, et ne pas laisser des vulnérabilités liées, comment le dire simplement, à la facilité d'usage. Je prends deux exemples très simples. Nombreuses entreprises de taille significative ont beaucoup durci leur système cyber, mais laissent leur COMEX utiliser une boucle WhatsApp qui, au départ, est destinée à simplement échanger des choses banales, mais qui, par facilité, en quelque sorte, d'usage, finit par laisser transiter des informations plus importantes. Autre exemple très opérationnel, tous les conseils d'administration de toutes les entreprises cotées ont un système de numérisation des documents de type, je ne vais pas citer de marque pour ne pas, et ont toujours un administrateur sur la masse qui est sur Teams. Dans les deux cas, je vous l'affirme, sans être catastrophique, tout ça est extrêmement simple à intercepter. Mais vraiment d'une simplicité. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut essayer quand même de faire attention. Patron, CEO d'un très grand groupe français m'a dit, moi, de temps en temps, c'est papier-crayon. Et ceux qui ne sont pas là, tant pis pour eux. Je dis les choses assez simplement, mais je pense que c'est quelquefois le bon sens qui permet de revenir à l'essentiel. Donc, le numérique. De la même façon, les hyperscalers américains offrent des capacités et des services de cloud qui sont sans commune mesure, donc il faut les utiliser. Mais de temps en temps, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on met sur le cloud, qu'est-ce qu'on ne met pas sur le cloud.
grande banque française a choisi de garder on-premise, enfin sur des serveurs à l'ancienne, si j'ose dire, une partie de ces données pour des raisons de sécurité. Deuxième grand sujet, j'allais dire presque traditionnel, c'est les RH. Ça reste un système de sécurité économique. Je cite cet exemple parce qu'il est public. Une grande entreprise du centre de la France, enfin, dans l'automobile, promeut une femme à son COMEX, laquelle recrute une babysitter formidable, multilingue, etc., etc. Au bout de quelques semaines, elle se pose quand même une question. Elle envoie le profil à la sécurité de l'entreprise qui elle-même contacte la DGSI. Dit quand même, cette personne a beaucoup voyagé, etc. Convoquez-la à un entretien de routine et du jour au lendemain, elle disparaît sans laisser de traces, etc. etc. Donc, ça peut paraître, j'allais dire, presque un film de Jean Dujardin, mais enfin, il n'empêche, c'est la réalité et ça se produit de manière massive. Autre exemple RH peut-être aussi connu, hein, je cite que les exemples qui sont publics parce que je pense que ça illustre aussi un peu le propos. Les retraités, les jeunes retraités de certaines industries, par exemple l'aéronautique, se voient sollicités de manière absolument massive et industrielle sur LinkedIn pour venir faire des conférences, participer à des séminaires rémunérés et sur la masse. L'essentiel, heureusement, des gens est patriote, mais sur la masse, quand on est jeune retraité, qu'on s'ennuie, qu'on vous offre un voyage tout frais payé à l'est du monde, ben voilà, maman, on peut céder à cette tentation. Et petite parenthèse au passage, quasiment impossible dans le droit actuel français ou européen d'ailleurs à traiter, puisqu'il y a des clauses de non-concurrence, pas toujours faciles à mettre en œuvre quand vous êtes salarié, mais quand vous êtes retraité, et heureusement on est en démocratie, vous êtes libre de vos mouvements. Troisième type de menace, peut-être plus connu, ce qu'on appelle en bon français le lawfare, donc français ça s'appelle l'utilisation exorbitante du droit. Je ne sais pas si c'est une bonne définition de lawfare. On a beaucoup parlé ce matin, oui. Bon, dans notre connaissez panel les numéro sujets, 2. Je cite un exemple. Alors bon, tout le monde connaît l'affaire Alstom, etc. Je cite un sujet qui est peut-être moins connu, là aussi public, qui est dans le domaine des cosmétiques. La démarche des douanes chinoises en ce moment pour un coup d'injonction, obtenir des formules. Et je dis tout de suite que la loi de blocage qui est passée il y a maintenant quelques années a été un bon outil pour s'y opposer. Il y a des menaces sur le capital, alors qui concernent plus des toutes petites entreprises de tech. Et je dois dire, dans ce qu'on a pu constater, de manière très minoritaire, c'est-à-dire que 90% des investissements qui sont faits par des investisseurs étrangers sont en général pour gagner de l'argent. C'est un motif qui, en tout cas pour l'ancien président du MEDEF, est un motif noble, ou en tout cas acceptable. Par contre, il y a des cas où effectivement l'intention peut être double. On a une boîte à outils en France qui est correcte pour les IEF, mais on peut appliquer des principes de symétrie. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qu'on appelle le proxy board, qui est un conseil d'administration, disons, bis, en quelque sorte, qui permet d'avoir un droit de veto sur un certain nombre de décisions. Les entreprises françaises qui investissent, par exemple, aux États-Unis, sont assez familières avec ce type d'outils. Et puis, cinquième menace, peut-être la plus inquiétante pour les entreprises françaises, mais je pense européennes, est beaucoup plus difficile à maîtriser, à analyser et à comprendre, c'est la menace réputationnelle. Un certain nombre d'entreprises nous ont signalé des actions réputationnelles initiées par des ONG, je mets des grands guillemets sur les ONG, généralement extra-européennes, dont les motivations et le financement posaient des questions, pour être nuancé dans mes propos. Alors évidemment, mon propos n'est pas de dire toutes les ONG, etc. Il y a évidemment des gens, y compris dans les ONG extrémistes, qui agissent, je veux dire, de bonne foi dans une idéologie que je ne partage pas, mais de bonne foi pour des motifs strictement politiques. Et encore une fois, on est en démocratie. Mais il y a des cas où des faisceaux d'indices laissent à penser que quand vous avez une seule nationalité d'entreprise qui est attaquée
Alors qu'à côté, il y a d'autres entreprises de nationalités différentes qui pratiquent les mêmes explorations, etc. Il y a quand même quelques... Voilà, donc une fois que j'ai dit tout ça, il y a effectivement... Alors si, pardon, j'ai oublié un point important, surtout aujourd'hui, qui est l'Europe. Je n'ai pas fait de benchmarking, si j'ose dire, le mot français, le vocabulaire. Parangonnage. Voilà, j'ai découvert merci, découvert le mot officiel du langage administratif, qui est le parangonnage, parce qu'effectivement, dans le rapport, je vois apparaître parangonnage, je me dis de quoi vous me parlez, mais c'était benchmark. Mais comme je suis fonctionnaire bénévole et temporaire, j'ai pas encore complètement les codes qui vont bien. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je n'ai pas fait de parangonnage, pardon, parce que on n'est évidemment pas dans un sujet business. On ne peut pas aller voir McKinsey ou BCG pour aller leur demander comment ça se passe dans les autres pays. Par contre, deux choses. La première, c'est une forte inquiétude des entreprises françaises au niveau de l'Europe pour deux raisons. La première, celle, au fond, de l'absence totale de doctrine de sécurité économique en Europe. Pardon, je suis un peu violent, mais face à Huawei, c'est chacun pour soi. Elle monte, elle arrive, la doctrine. On en a parlé ce matin. Oui, mais pardon, j'ai lu... Monsieur Laporte. J'ai lu, mais je vous laisserai bien sûr répondre, mais j'ai lu certains propos. Je pense qu'on reste très, très, très en surface du sujet. Très en hauteur, si vous voulez. Et pour des raisons que je comprends parfaitement, parce que, alors, je fais un petit détour, mais les intérêts d'un petit pays ou d'un grand pays en matière de souveraineté et sécurité économique sont à des années-lumière. Moi, je l'ai expérimenté à ma petite échelle à Business Europe, donc c'est très difficile. Mais je prends Huawei parce que c'est un exemple que tout le monde connaît. Face à Huawei, ça a été chacun pour soi, et les intérêts sont objectivement divergents. Si vous avez ou pas une industrie télécom dans votre pays, vous ne pouvez pas avoir la même attitude. Et puis, deuxième sujet qui est peut-être plus facile à corriger, et là, moi qui m'a beaucoup surpris, c'est dans beaucoup d'industries, on remonte énormément de données à des agences de supervision européennes. On a évoqué l'agence du médicament. Et là, il y a une très forte inquiétude sur le niveau de sécurité, au sens sécurité des biens, des personnes et des données, parce que les entreprises font des efforts, les États, alors pas tous au même niveau, pas tous avec la même culture, font des efforts, mais il ne faudrait pas que ce qui n'est pas captable à un endroit soit captable à un autre endroit. C'est vrai pour le médicament, c'est vrai pour les assurances, c'est vrai pour les banques, c'est vrai pour... Et le sens de l'histoire est plutôt de créer, je crois que Laurence Boone l'a dit tout à l'heure, des agences de supervision européenne. Et donc, il y a la question de la sécurité. Nous, on le voit, beaucoup de nos adhérents nous disent on hésite à transmettre nos données. Bien sûr. On ne sait pas quel usage en être fait et quelle traçabilité dans la durée. Donc, effectivement, c'est un point très, très important et c'est un des gros points de vigilance qu'on a fait remonter à la Commission. J'ajoute un dernier point sur lequel je ne pourrais pas élaborer, mais autant en matière de terrorisme, il y a une très forte coopération européenne, parce que, pardon de le dire un peu brutalement, un djihadiste, ça voyage et si c'est prêt à poser une bombe dans un pays, peut poser dans un autre pays. Autant en matière de sécurité économique, il y a zéro coopération. Et pourquoi? Parce que de temps en temps, évidemment rarement, mais de temps en temps, nous nous trouvons au sein de l'Europe en compétition. Et donc ça rend tout partage d'informations beaucoup plus complexe. Bon. Voilà, donc j'ai fini à peu près sur les menaces. Alors, je ne peux pas trop élaborer sur ce que je propose, mais peut-être, c'est un peu pour ça que je suis là aussi et que je fais une sorte de, entre guillemets, tournée, en quelque sorte de présentation. Et une chose qui m'a frappé dans le parangonnage, c'est notamment aux États-Unis, la beaucoup plus forte proximité entre le monde de la sécurité économique, les services de renseignement et le monde de business. Alors ça va évidemment plus loin que ça. Quand on voit la composition de l'administration Trump, bon, on voit qu'il y a des passerelles un peu plus fortes que chez nous. Mais néanmoins, je cite cet exemple parce qu'il m'a frappé. Quand on prend les 25 dernières années, tous les anciens patrons de la CIA, du NSA ou de la NSA et du FBI sont tous administrateurs de grandes boîtes cotées américaines. Je ne crois pas, sauf si quelqu'un a un contre-exemple à me proposer, que ce soit le cas en France. Parce qu'on est dans deux sphères séparées, alors ça remonte à plus, hein, je veux dire, je ne savais pas que sur cet exemple-là. Et donc, ce manque de proximité culturelle est un sujet sur lequel on a essayé de travailler. Alors, on travaille beaucoup avec l'AFEP, on y travaille avec le MEDEF. Le jeudi prochain, je suis à Toulouse
c'est le début d'une tournée, entre guillemets, en province pour sensibiliser une base un peu plus large d'entreprises. Je fais une petite parenthèse pour dire que les moyens des services d'emploi français étant ce qu'ils sont, la capacité à sensibiliser, à protéger, en nombre d'entreprises ne couvre pas, j'allais dire, le besoin. Moi, j'ai estimé à peu près à 7000 entreprises en France, les entreprises qui avaient, entre guillemets, quelque chose à protéger. D'ailleurs, un point important, c'est pas à 200 000. Une PME du bâtiment, a priori, sauf cas très très particulier, n'a rien à protéger. Donc on ne peut pas tout protéger. Par contre, un sous-traitant de l'aéronautique qui fabrique des boulons pour Airbus, il a un tout petit morceau de savoir-faire technologique qu'il faut protéger. Et probablement ni la culture ni les moyens pour le faire. Donc je fais cette tournée. Et donc, si je dois résumer un tout petit peu, il y a pas mal de choses de l'organisation de l'État sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais ça fonctionne, d'ailleurs, pour rassurer tout le monde, ça fonctionne plutôt pas mal. Le monsieur qui était là ce matin, le CICE manque juste de moyens de notoriété, mais plutôt un organisme qui fonctionne. Par contre, j'ai proposé une action culturelle, en quelque sorte, de rapprochement entre les deux mondes pour sensibiliser nos dirigeants d'entreprise, nos cadres aussi, qui sont quelquefois encore une affaire. Il y a un mois d'un séminaire d'entreprise dans un pays occidental où ils avaient laissé les ordinateurs dans le bus pour aller déjeuner ou pour aller dîner, je ne sais pas d'ailleurs. Et quand ils sont venus, tout avait été vidé tranquillement. Donc il y a encore des réflexes à mettre en place dans l'écosystème. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu long, mais non, merci, j'ai fait tout d'un coup. C'est concret. Je trouve qu'on a une matinée où on est passé des grandes réalités géopolitiques à quelque chose un devoir de vigilance au quotidien dans le comportement des employés et des salariés. Y a-t-il des questions pour Monsieur Roux de Bézieux? Tout était très clair, tout était édifiant. J'espère que je ne vais pas terrifier, surtout. Stéphane? Vous avez indiqué tout à l'heure effectivement que les Américains savaient beaucoup mieux faire que nous, les Européens et les Français, en termes de travail en commun avec les agences de renseignement. Je crois qu'on a changé un peu la tête de nos services en France. Est-ce qu'il y a une direction claire qui est prise pour justement ne plus se concentrer que sur la lutte antiterrorisme et rapprocher le monde économique avec le monde de l'intelligence? Oui, enfin, d'abord, je l'ai dit, dès 2017, le président avait donné une impulsion aux principaux services. Et, pardon, je fais une petite parenthèse pour dire, évidemment, tout le monde connaît, enfin, oui, j'imagine tout le monde connaît DGSE, DGSI, mais il faut englober Tracfin, les douanes. Enfin, il y a une vision assez holistique du sujet, puisque les informations qui peuvent permettre de détecter des menaces, elles sont assez larges. Donc oui, ça a démarré dès 2017. Le rapport a été, une manière de cristalliser un peu un point d'étape. En fait, il n'y avait pas eu de rapport sur ce sujet depuis Henri Martre en 1994. Je ne sais pas si c'est amusant ou pas, mais ça avait 30 ans au fond, on n'avait jamais demandé à quelqu'un de l'entreprise de se pencher sur ce sujet. Ce qui montre d'ailleurs en 94, l'entrée de la Chine dans l'OMC, c'est 92. Une intuition. Oui, c'est-à-dire que pendant 30 ans, on s'est dit, voilà, tout le monde va devenir une démocratie paisible et tout va bien se passer. Bon, pas tout à fait comme ça enfin, j'espère que ça va y arriver un jour, mais pour le moment, on n'est pas parti là-dessus, quoi. Et donc, oui, je ne sais pas comment vous répondre pour vous donner confiance, mais si, je peux vous dire deux choses. Là, je pense que je peux le dire. Le rapport a été présenté en Conseil de défense. Le Conseil de défense, c'est une institution, enfin, je ne sais pas comment le qualifier, qui se réunit pour des sujets comme là, son nom. Un organe décisionnel qui se réunit à la prérogative du président de la République pour traiter de sujets d'intérêt vitaux pour la nation. Une de mes recommandations que je peux citer là était qu'une fois par an, il y a un Conseil de défense à vocation économique. Ça n'était jamais arrivé pour des raisons évidentes. Et donc, le rapport a été présenté en conseil de défense, donc il y a un certain nombre de ministres, il y a les chefs des services de renseignement, etc., etc. Et donc, une recommandation, c'est qu'il y ait un conseil de défense tous les ans. Et moi, dans le cadre de mon suivi, j'ai un copil tous les 2 mois avec les patrons des services de renseignement pour animer un peu le suivi de ce rapport. Donc, il y a vraiment une prise en compte. Après, ce qui est difficile, c'est une sorte de méfiance réciproque.
qui existent parce qu'il y a une méconnaissance. Je pense qu'il y a beaucoup de patrons de groupes qui ne savent pas ce que les services peuvent faire pour eux. Alors, en défensif, peut-être un peu, je ne peux pas trop aborder le sujet ici, mais en offensif, encore moins. Voilà. Donc, oui, il y a cette volonté de créer des passerelles, des cercles de confiance, quoi, hein, si je le dis de manière un peu imagée. Et clairement, la sécurité économique des entreprises françaises est prise en compte. Il y a un point que j'ai un tout petit peu abordé qui pose parfois problème. C'est marrant que vous ne m'avez pas relancé là-dessus, c'est la nationalité des entreprises. C'est-à-dire qu'on ne peut aider l'État, le devoir de l'État doit aider les entreprises qui investissent, qui emploient, qui créent de la richesse sur le sol national. Ou, si on est en dimension européenne, sur le sol européen. Il y a quelquefois des... Pas donner de nom d'entreprise, mais je pense que vous pouvez toutes imaginer, il y a des cas... Grises. Pardon ? Des zones grises. Voilà, des zones assez grises, voilà. Merci beaucoup. Oui. Oui, bonjour. Je travaille dans le conseil en assurance, donc on a eu pendant de nombreuses années des risk managers. On voit depuis une dizaine d'années arriver des responsables sécurité, avec toujours ce poste transverse dépendant du patron. Donc on voit vraiment, et un profil très militaire, très intelligence économique. Et on voit que c'est pas du tout les mêmes réflexes. Donc on voit que c'est pas du tout les mêmes réflexes. Si maintenant je fais le parallèle avec le cyber, on a vu que les grandes filières, notamment la DGA, a travaillé sur un référentiel de maturité cyber à donner à sa supply pour protéger sa supply. Et on voit la chaîne qui est forte de son plus faible maillon. Donc par rapport aux 7000, effectivement, les questions, est-ce que ça va passer par des grands donneurs d'ordre, des grandes filières? Est-ce que ça passe par les filières? Comment on peut déployer? C'est peut-être pas énorme, hein, en faisant attention aussi aux capitaux et que ça soit des capitaux français. Mais on voit bien que il faut que ça soit partagé parce qu'il n'y a pas non plus pléthore. Je ne sais pas si on peut trouver du jour au lendemain 7000 personnes et si c'est un réflexe. Mais on voit que ce n'est pas naturel et c'est récent, même pour les grandes entreprises. Enfin, ça fait moins d'une dizaine d'années, quoi, à peu près. Alors, votre question m'amène à préciser deux choses. Je m'étais interdit deux choses dans mon rapport. Créer des emplois publics supplémentaires et créer des normes supplémentaires. Donc, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a comme recommandation, mais je peux vous dire ce qu'il n'y a pas. Et donc, en l'occurrence, c'est le cas. Alors, bon, d'abord, vous savez qu'il y a la norme Nice qui arrive, qui est un référentiel de cybersécurité générique qui est en train de descendre. Et moi, je suis quand même assez conscient, je crois que c'était un peu abordé, de la quantité de normes qu'on met au même moment sur l'ensemble de nos entreprises, entre le reporting, la transition, etc., pour pas en rajouter. Donc, on est plus dans une démarche de best practice, d'exemple. Je vais être très concret. Vous voyez, je réunis donc à Toulouse 70 entreprises. Il y aura beaucoup de gens de l'aéronautique, plutôt patrons de TI, PME, cadres. Je vais leur raconter un peu ce que je vais raconter avec 2-3 exemples un peu plus croustillants pour leur faire un peu, enfin, pardon de le dire comme ça, mais pour leur faire un peu peur. Après, libre à chacun de s'organiser de la manière dont il veut, que ça soit le patron directement dans une petite boîte, que ça soit son secrétaire général. Ce que j'ai pu constater dans les grandes entreprises, c'est que, probablement pas assez vite, le niveau du responsable sécurité économique monte. Vous avez parlé d'anciens militaires, mais et Dieu sait que j'aime les militaires, chacun le sait, mais on avait quand même un peu l'ancien colonel de gendarmerie, je ne sais pas que je vais choquer personne, qui s'occupait essentiellement de la sécurité physique de l'usine. On commence à monter et avoir des gens de niveau COMEX et animer, on est en train d'essayer de monter ça à la FEB des correspondants de ce niveau-là est probablement la bonne démarche. Votre question m'amène juste à préciser un petit point que j'ai un peu oublié tout à l'heure. Alors là, je pense que ça peut faire réagir certaines personnes dans la salle. La vulnérabilité de fuite d'informations, elle passe aussi parfois par des prestataires de conseil intellectuel. Et je ne suis pas ici dans une dénigration de nationalité pour que les choses soient claires. Mais une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est que certaines entreprises avaient une rigueur extrême dans la manière dont elles traitaient leurs données, mais laissaient intervenir, pour des bonnes et mauvaises raisons, des prestataires. Et c'est pas seulement du conseil en stratégie. Parler d'assurance, les courtiers en assurance, prendre cet exemple-là, détiennent des données. Le courtier en assurance, Monsieur Raymond, il se trouve que je connais le courtier en assurance,
a beaucoup d'informations sur les centrales nucléaires d'EDF par construction. Et donc, très souvent, les entreprises, en tout cas les grandes, n'ont pas la même démarche sur le stockage des données pour leurs données, enfin en propre, que pour les gens qui y accèdent. Et ça fait partie aussi des choses qu'on va essayer de déployer. Merci beaucoup. Je vous propose de clore ici notre débat matinal avec quelques petites remarques de fin. On a vu tout au long de la matinée que l'heure est au choix, qu'il y a des choses qui s'organisent, il y a des éléments de gouvernance, de réglementation, des instruments en cours de déploiement. Ça me donne quand même un peu l'impression qu'on a escaladé par la face sud et qu'on n'a pas encore escaladé par la face nord les enjeux de sécurité économique, c'est-à-dire la véritable planification industrielle, la question de la valorisation des investissements dont on a parlé, la question de l'aménagement territorial et de la sécurité des entreprises, la complémentarité de nos forces, Laurence Boone et Thomas l'ont évoqué, la compétitivité durable et les partenariats internationaux qu'on doit renouer pour être complémentaires, justement, on l'a vu avec nos amis polonais, allemands et japonais. Donc, il me semble, et c'est la raison pour laquelle Montaigne a voulu s'emparer de ces sujets, qu'il est très urgent d'investir la sécurité économique afin d'améliorer les résultats mitigés des politiques de réindustrialisation de ces 10 dernières années. On est en chemin, on est en progrès, mais on l'a dit, c'est lent, c'est laborieux, il faut énormément d'énergie et d'autres arrivent à courir avec moins de boulets aux pieds. Donc il nous faut des ambitions claires, il nous faut des moyens disponibles tout en laissant aux entreprises et au marché le choix des paris technologiques, le choix des risques et le choix de la valorisation. Donc chacun quelque part son domaine de compétences pour que ça fonctionne. Le débat de la sécurité économique doit désormais être porté par la Commission européenne, qui est porté désormais par la Commission européenne, on l'a vu, doit l'être également en France, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu vous inviter, puisque vous étiez, j'allais dire, primus inter ou missi dominici de ce que le président voulait. On l'a vu, ça l'est aux Pays-Bas, ça l'est au Japon, donc c'est important que ça le soit aussi en France. Notre politique ne peut pas se limiter à de la seule protection de notre patrimoine technologique. Il s'agit de bien plus que cela. Je pense que les débats de ce matin nous l'ont illustré clairement. Donc merci de continuer à promouvoir et à faire, émerger ce débat dans les consciences de vos entreprises, de vos COMEX, de vos salariés. Nous, Montaigne, on a voulu en faire un pilier prioritaire de nos travaux pour les raisons qu'on a évoquées en ce moment, parce que c'est la mère finalement de toutes nos batailles de développement, de croissance, de partenariat, de démocratie aussi de long terme. Il est essentiel que la doctrine qui sera construite par la Commission européenne ces prochains mois serve véritablement une Europe forte pour ses entreprises, au service de son développement, de sa compétitivité, moins vulnérable à la coercition et aux crises géoéconomiques croissantes. Donc merci à chacun de participer à cette nécessité. C'est plus qu'une aventure, c'est un devoir. Merci pour vos témoignages et votre engagement et de très bonnes fêtes de fin d'année à chacun. Merci.